Bonjour à Bonjour. tous. Bonjour tout le Bonjour, monde. bonjour Claire, c'est Samy. Salut. Salut. Bienvenue. Je crois qu'on est effectivement, on attend encore un petit peu de monde. Merci effectivement de nous rejoindre aujourd'hui pour un petit webinaire avec Samy et Claire. Ravi de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets-là. On avait effectivement eu pas mal de questions en amont. On a essayé d'en tenir compte dans le contenu. Mais n'hésitez pas aussi à utiliser le chat si vous voulez effectivement nous transmettre des questions en live. Claire et Samy pourront nous répondre sur tous ces sujets-là. Et effectivement, un titre qui nous avait levé pas mal de questions, hein, pourquoi parfois générer moins de leads, ça permet de faire plus de business. Et c'est aussi les sujets effectivement qu'on a eu l'occasion de traiter avec toi, Samy, sur, je dirais, les dernières années, hein, parce que maintenant, ça fait Ouais, quand même pas mal de temps qu'on a eu l'occasion de bosser ensemble. c'est ça. Peut-être un petit mot rapide avant de rentrer dans le dur du sujet d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, hein, chez Marcantive, même si j'espère que vous êtes de moins en moins nombreux à être dans cette situation. Donc on est un intégrateur HubSpot de premier plan en France, hein, donc on accompagne effectivement différents types de projets. On a des consultants dans toute la France. Hein. Claire est basée à Montpellier. Moi-même, je suis basé à Paris. On est ISO 27001. On est aussi organisme de formation Calliope. Et aujourd'hui, on a pu accompagner sur les 10 dernières années un peu plus de 700 clients. On est en route vers notre 1000e client tout doucement. Donc c'est avec plaisir qu'on peut aujourd'hui aborder ces sujets-là avec un retour d'expérience intéressant et deux grandes configurations de projets qu'on gère chez nous. On gère les déploiements, hein, donc vous posez des questions sur HubSpot, marketing, sales, SAV, je veux le mettre en place, on peut vous aider dans des projets de migration, mais aussi parfois et c'est peut-être aussi le cas de Worklife, hein, des projets HubSpot déjà déployés avec des besoins de reprise, d'amélioration, de support tactique, technique, opérationnel en France et à l'international. Ce sont des sujets effectivement qu'on traite au quotidien en parallèle de sujets marketing et qui sont aussi du coup très souvent présents sur le chemin critique des projets qu'on mène. On est aussi partenaire Mojo, Aircall et on travaille avec des outils de CPQ. Si ça vous intéresse d'avoir un peu de feedback sur les gens qui ont pu travailler avec nous, il y a des ressources aussi qui sont disponibles dans ce cadre-là. Donc moi, je suis Christian Neff, je suis le fondateur et je suis le dirigeant de chez Marcantive. Je travaille avec une équipe sur la partie France d'une soixantaine de personnes, dont Claire. Si tu veux dire un mot pour te présenter. Ouais, merci Christian. Donc effectivement, moi je suis consultante dans la partie RevOps chez Marcantive. Donc ça veut dire qu'on accompagne les différents clients sur l'amélioration des process marketing, commerciaux ou services clients même. Donc on est en contact en fait direct avec des personnes généralement travaillant dans ces services-là au sein des boîtes et on va faire en sorte en fait d'améliorer tout ça via les différents outils qu'on va paramétrer, dont les CRM, voilà, et tout l'écosystème qu'il peut y avoir autour. Et du coup, Merci c'est moi Claire. qui ai travaillé en direct avec Samy. Donc c'est pour ça que on est tous les trois ici aujourd'hui. Et du coup, je vais me présenter. Je suis Samy Bouillard. Merci Christian et Claire pour l'invitation. Je suis le Head of Growth chez Worklife. Worklife qui est une entreprise du groupe Crédit Agricole et qui propose une solution de gestion des avantages salariés. Donc pour les utilisateurs, on a une appli dédiée et une carte de paiement avec laquelle les gens peuvent payer leurs avantages et qui permet en gros de payer l'ensemble des éléments avec la même carte. Et sur leur app, ils ont des informations sur l'ensemble des avantages que leur propose leur entreprise, des informations sur leur utilisation, mais c'est aussi un outil de communication. Pour les entreprises, on a une console d'administration pour les DRH et les CSE qui permet de gérer les avantages au jour le jour, de respecter du côté URSSAF, le type DRH. Et on est qui est plutôt ciblé moi
grandes entreprises. Donc, c'est pour des clients qui ont entre 100 et plus de 10 000 employés. Voilà. Et donc, moi, je suis arrivé chez Worklife courant 2024 avec un enjeu qui était stratégique de structurer l'acquisition et d'améliorer la performance commerciale. Dans le contexte déjà, avant de répondre directement en fait à la question de ce webinaire qui est pourquoi générer moins de leads permet de signer plus de deals. En fait, l'idée c'est que on voudrait vous donner du contexte pour ensuite vous dire comment on a travaillé avec Samy et sur quels différents piliers en fait on a pu travailler et avancer pour vous donner vraiment les billes si jamais vous rencontrez ces problématiques là aussi. Et d'ailleurs, je vois juste Claire, je crois qu'on a un bug, on a un bug de son a priori. Ah mince. Parce que nous on s'entend entre nous, on s'entend parfaitement bien. Oui. C'est bon? J'ai l'impression que c'est bon. Ah oui, voilà. Nathalie dit que c'est bon. Est-ce que c'est bon? Vous nous entendez bien? Ouais, ça a l'air. Ils mettent des petits pouces. Ok. Et effectivement, du coup, ce que je voulais dire, c'était, on a une question concernant Zoho, par exemple, CRM. Je voulais pour savoir un petit peu justement comment orienter notre discours, parce qu'il y a des choses, des passages où on va parler vraiment des conseils pour tout le monde, tout type de CRM confondu, et d'autres où on va pouvoir donner peut-être des tips un peu plus précis pour ceux qui utiliseraient HubSpot. Donc, je vais vous lancer un sondage. Normalement, vous avez accès pour pouvoir répondre et qu'on puisse orienter nos discussions à ce sujet-là. Et donc, je reviens au contexte. Le contexte de notre collaboration, notamment avec Worklife, on est arrivé en fait à un moment où ils ont fait une migration assez rapide entre Pipedrive et HubSpot, parce que les enjeux à ce moment-là étaient importants, et donc Pipedrive les limitait en fait dans cette amélioration des process-là, et donc ils ont dû migrer très rapidement dessus. Quand je dis très rapidement, ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément pris le temps à ce moment-là de revoir les process, etc. Ils ont essayé de vraiment prendre l'existant, de migrer dans HubSpot pour ensuite faire les améliorations. Et donc, nous, on arrivait à ce moment-là où il fallait restructurer pas mal de données historiques du coup qui provenaient de Pipedrive pour justement y voir un petit peu plus clair, en profiter pour revoir du coup ces process-là qui venaient de Pipedrive et justement profiter des fonctionnalités qu'il pouvait y avoir à ce moment-là dans HubSpot pour améliorer tout ça et accompagner les équipes market et sales dans un premier temps. Et pouvoir derrière, du coup, accélérer sur la génération de business tout simplement, au global. Donc on va en parler un peu plus. Je sais pas si Samy, d'ailleurs, tu veux dire un mot là-dessus, mais à ce moment-là, effectivement, au moment où Pipedrive était là, Samy n'était pas encore arrivé. Ouais, il est arrivé au moment où HubSpot était là. Voilà. Je suis arrivé juste après que vous ayez commencé à travailler à ce transfert. Donc HubSpot était plutôt prêt, arrivé au moment. La migration avait l'air plutôt terminée, mais c'est vrai qu'on a eu des questions de structuration quand je suis arrivé sur en fait comment on s'assure que la data est clean et qu'on exploite l'outil de CRM de manière pertinente, notamment entre moi qui était à la growth et dans l'équipe marketing et l'équipe sales qui avait aussi des besoins, parce que Spot est aussi un outil, c'est un CRM, donc il y avait des questions de comment on l'utilise pour démarcher et traquer le business. Et pour information, ce qui est une configuration jamais trop évidente de récupérer un outil comme cela qui a été déployé et qui a aussi beaucoup changé. Enfin, nous, c'est vrai que depuis plus de 10 ans, HubSpot, tous les 2 ans, il y a quand même des interfaces, des nouvelles propriétés, l'arrivée des objets custom, l'objet, ces types de propriétés, des choses qui n'étaient pas natives, qui deviennent natives, des intégrations qui ont été faites, des propriétés qui ont été créées à gauche, à droite, au milieu, en français, en anglais, et on se retrouve parfois avec tout un empilage de workflows, de listes, de reports qui rendent la mise en jambe de ce projet finalement jamais trop simple, et ça c'est vraiment un sujet qu'on voit souvent. Ouais, la migration n'était finalement que le début, quoi.
de la collaboration. Ça a été un gros morceau, mais c'était que le début, quoi. Mm. Et juste pour information, je ne sais pas si Samy et Christian, vous avez accès aux résultats du sondage, mais pour que vous ayez aussi une visibilité là-dessus, il y a à peu près la moitié des personnes qui ont HubSpot aujourd'hui dans nos auditeurs et la moitié qui ne l'ont pas. Donc, on pourra adapter nos retours sur tout type de CRM aussi pour que vous puissiez avoir des tips à en sortir de ce webinaire-là. Super. Donc, on va maintenant se lancer en fait dans le premier pilier sur lequel on a pu travailler avec Samy. Donc, c'est notamment en fait au tout départ l'orientation qu'on avait avec WorkLife, c'était l'objectif en fait de WorkLife et du marketing de WorkLife était de générer beaucoup de leads, de sorte à ce que les sales puissent avoir le choix en fait dans les leads que le marketing pouvait leur apporter. Ce qui fait que en fait on a vite inondé un peu la charge des sales. Et ils ne savaient pas forcément non plus sur quel lead peut-être mettre la priorité ou non. Et ce qui fait que ça a généré en fait de la frustration un petit peu des deux côtés, que ce soit côté marketing, parce qu'on n'avait pas de vision sur qui était traité et pourquoi en fait n'était pas forcément traité. Et les commerciaux, eux, trop d'informations et du coup, ils ne savaient pas forcément vers lesquelles plutôt s'orienter. Ouais. Et donc, voilà. Quand je suis arrivé, il y avait vraiment cette volonté d'aller générer du business. Donc, il y avait des choses qui étaient mises en place en termes de génération de leads, de génération de MQL, notamment avec les canaux d'acquisition payants. Donc, on avait de la publicité sur LinkedIn, sur Google Ads. On a mis en place aussi, et du coup, avec l'aide de Claire, de l'enrichissement. Donc, aller chercher des contacts pertinents pour les rajouter dans le CRM. Voilà. Donc, on avait quand même un flow qui rentrait dans le CRM et on avait de l'autre côté une équipe sales avec des SDR ou des BDR, comme le nom varie d'une entreprise à l'autre, qui recevaient ce flow. Mais il y avait des questions de qu'est-ce qu'un lead de qualité et est-ce que tous les leads, quand on les reçoit, quand les SDR les reçoivent, ils sont égaux? Et en général, non, c'est pas le cas. Ça veut dire qu'ils reçoivent un nom, un prénom, un poste et un numéro de téléphone et ils les appellent pour les qualifier. Mais ces personnes, elles ont peut-être vu une publicité, mais l'équipe sales, par exemple, elle n'a pas d'information de qu'est-ce qui a fait que la personne, elle a décidé de remplir un formulaire et d'aller regarder, je ne sais pas, un webinar ou un contenu qui parle des avantages salariés. Pareil pour l'enrichissement. L'enrichissement, on va aller trouver des contacts, on va les appeler, mais ils ne connaissent pas forcément qui est WorkLife. Et du coup, le travail et la charge donnée au SDR est importante. Donc, ils ont ça à faire et pour la plupart, ils arrivaient quand même à transformer, à prendre des rendez-vous. Mais nous, au marketing, par exemple, on n'avait pas d'information de savoir tel et tel et tel lead. Finalement, est-ce que, oui, ils ont converti ou pas et pourquoi ils ont converti? Quelles étaient les informations qui étaient importantes pour nous permettre, nous, ensuite, d'aller chercher les leads là où on veut. Et du coup, c'est là où il y a eu une histoire de structuration et une histoire de structuration de l'acquisition pour moi en termes de à qui on s'adresse avec nos canaux d'acquisition, si on fait de la publicité, etc. Comment on est sûr que ce soit les profils qui nous intéressent, qui voient ce qu'on propose, comment on améliore l'acquisition, enfin l'enrichissement en se disant en fait quel est notre profil, quel est notre, si vous connaissez le terme, notre ICP, notre client idéal pour qu'on aille le chercher. Et ensuite, comment est-ce qu'on livre ces informations clairement au SDR pour qu'il puisse se dire, OK, ce contact, il est intéressant. Et une fois que ça c'est fait, comment on fait pour récupérer l'information, nous, au marketing, pour l'utiliser et créer une boucle vertueuse pour aller toujours améliorer un peu plus. J'ai une petite question peut-être pour toi, Samy, parce que toi, effectivement, à un moment, c'est un point qui est assez juste, la notion de MQL, SQL, c'est jamais qu'une définition, c'est en plus une définition qui peut changer. On rencontre, nous, enfin moi je discute avec les directeurs marketing presque tous les jours depuis 15 ans. Il y a quand même des enjeux parfois, effectivement, d'objectifs aussi internes, de se dire, bah tiens, toi, je t'attends comme ton prédécesseur, par exemple, sur 1000 leads par mois. Ouais. Et en fait, du coup, ça crée
des motivations parfois un peu contre-productives de dire bon bah tiens, s'il faut du volume, je vais faire des contenus hyper top funnel, et en plus dans une activité type work-life où tu peux aussi taper du salarié assez facilement en fait, puisque globalement tu n'es pas forcément que des RH ou que des décideurs ou que des payeurs. Tu peux avoir une base assez large que tu peux taper assez facilement avec des contenus qui sont quelque part des leads qui comptent dans tes volumes mais qui apportent pas de grand intérêt business forcément. Donc est-ce que tu as eu des difficultés, toi, à quelque part aussi vendre ces logiques de qualité de lead, définition de lead, et est-ce que tu as réussi à pouvoir aussi, peut-être, je sais pas, faire évoluer tes objectifs pour qu'on dise, bah tiens, Samy, il fait du bon boulot, même si il y a 20 points de moins en volume que ce qu'on avait il y a 3 mois. Ouais, alors en fait, moi, quand je suis arrivé, du coup, et pour pouvoir convaincre les gens de ce que tu expliques, il faut de la data. Mon métier, il est basé sur la data. Donc, j'ai quand même le budget qui est dépensé, les leads qui sont entrants. Comme je le disais, le travail de faire un suivi, il est important parce que ça nous permet d'avoir du feedback sur les leads entrants. Et il fallait automatiser ça. Mais j'ai fait aussi une sorte de recap, de review de l'existant pour dire voilà les informations qui me manquent, qui sont stratégiques. Voilà les quick wins que je peux mettre en place pour aller optimiser et réduire le coût par lead et l'acquisition. Et c'est basé sur ça que j'ai pris mes décisions. Donc, j'aurais montré que dans le CRM, on a tant de contacts avec ce type de job title. Et on peut quand même essayer de voir lesquels se sont transformés, sur lesquels il y a eu une réunion prise, etc. Même si la data n'est pas parfaite, on peut quand même avoir les bases de se dire, en fait, voilà la traîne qui s'en sort. Donc, a priori, il y a ces éléments qui sont peut-être pas alignés. Ça veut dire que si on a beaucoup de leads entrants, mais on n'a pas beaucoup de réunions, par exemple, c'est qu'il y a un problème de qualification. Et déjà, avec ces petits points d'éléments, tu peux commencer à dire, en fait, on ne va pas ni augmenter les budgets, ni aller chercher plus. On va se dire déjà comment on sait que ce qu'on cherche, c'est bien. Mais ce qui est hyper important en fait en termes de positionnement interne et en termes de conduite du changement, parce que si le but c'est pas juste de baisser le volume sans avoir l'outcome désiré, hein, c'est globalement c'est de recentrer effectivement sur la qualité pour atteindre les objectifs. Je vois qu'on a quelques questions effectivement sur des logiques qu'on peut peut-être traiter. Si vous voulez, on peut les traiter. Un dernier point sur le truc, et je pense que c'est un conseil qui peut être important. C'est si jamais le but c'est pas de parler de volume c'est parler de budget. Il faut venir en disant je vais vous faire économiser du budget. Et là, tout d'un coup, la question s'ouvre et on peut aller parler de ces sujets en se disant mais en fait est-ce qu'on dépense pour rien ou pas. Voilà, et du coup je te laisse. Et dans la transition effectivement de ce sujet-là, des gens se posent des questions sur effectivement les coûts HubSpot. HubSpot a un business model pour la partie marketing notamment qui est facteur de la taille de la base, hein, avec une subtilité généralement qui est que tous les contacts sont pas forcément payants. Hein, on peut les étiqueter marketing ou non marketing. Donc ça c'est déjà un premier levier peut-être pour gérer effectivement les coûts. Ça permet effectivement aussi de pouvoir prévoir et recycler sa base de manière efficace en disant bah tiens ça c'est nos contacts, des nouveaux contacts pas intéressants, on les tag non marketing et du coup effectivement on n'en supporte pas les coûts. Donc ça permet effectivement dans HubSpot d'avoir une très grosse base et de marketer que les contacts intéressants. Donc ça c'est un paramètre effectivement qu'il faut avoir en tête. Et il y avait une autre question et on va peut-être la donner à Samy, c'est là, hein, c'est comment traiter les données externes au CRM qui proviennent de l'outbound, par exemple des données Lemlist. Je pense qu'il y a un outil qui est très à la mode. Ouais. Alors, pour traiter les données, en fait, nous, c'est assez simple, c'est ce que t'expliquais, Christian, c'est qu'on a des contacts qui sont marketing et des contacts non marketing. D'une, pour des raisons de RGPD, si les contacts n'ont pas donné leur accord pour le traitement de la donnée, et dans ce cas-là, on ne peut pas leur communiquer quoi que ce soit. Lemlist a plutôt une très bonne intégration HubSpot.
qu'on a personnalisé avec des champs spécifiques. Et du coup, les informations de l'emlist remontent dans HubSpot sous forme de notes ou pour certaines informations sous forme de propriétés. Et ensuite, elles sont traitées soit via des dashboards, soit via des segments pour qu'on garde des traces de l'activité l'emlist. Et ensuite, la majorité des contacts, on traite les contacts qui sont dans HubSpot dans l'emlist. C'est très rare que j'utilise la database l'emlist pour aller envoyer des contacts, mais ça arrive. Mais du coup, je me base plutôt sur ma data qui sera mieux qualifiée, qui est dans mon CRM. Et dans l'emlist, j'utilise mes listes HubSpot pour aller faire de l'outbound. Super, merci. Il y a une question que je trouve intéressante aussi sur la notion de structuration de l'équipe de Stéphanie. Est-ce que cette transformation ou ce shift-là, est-ce que ça a modifié effectivement à un moment l'organisation people? Parce que parfois c'est le cas, je le vois de plus en plus aussi avec les BDRs qui passent côté marketing, toute la partie SDR, qualification commerciale qui souvent très rattachée au commerce, parfois elle shift du côté marketing en se disant on va avoir un traitement plus hybride sales et tri, scoring, marketing. Est-ce que chez vous, ça avait eu un impact ou globalement, c'était plutôt ISO en termes de transfo? En termes de structure, en fait, il y a eu deux sujets de structuration. Pour parler de l'équipe sales, en gros, il n'y a pas eu de refonte du modèle un peu de la structure sales. On avait toujours des BDR et des AE qui s'occupent de traiter les leads entrants. On a eu de la restructuration par rapport à la taille des leads et on a beaucoup travaillé sur les process de travail des leads outbound. Et je pense que ça peut être intéressant de passer à la slide d'après parce que du coup, cette structuration, en fait, elle a été volontaire et en gros, on a essayé d'aligner ce qui se passait en vrai dans les équipes et que ça soit reflété dans HubSpot, plutôt que de dire voilà comment c'est dans HubSpot et on va changer la structure de l'équipe sales. On a essayé d'avoir le meilleur des deux mondes et d'avoir un funnel qui ressemble à ce qui se passe dans la manière dont les leads sont traités aujourd'hui. Donc, en gros, on a fait un schéma où on a les différentes sources d'entrée de contacts qui sont soit en new, et souvent new, c'est tout ce qui est enrichissement ou de la database, et ce qu'il y a en MQL. Et ensuite, les différentes étapes de conversion. Et pour chaque étape, chaque phase de cycle de vie du contact, on a des objets qui sont associés. Et on a, à partir du moment où un contact est MQL ou new, il devient un lead s'il est intéressant. Et le lead, c'est ce qu'on transmet à l'équipe de SDR et de BDR parce qu'ils vont aller créer un rendez-vous. Et leur but, c'est la conversion en rendez-vous. Et si ce rendez-vous est pris et qu'il y a une opportunité qui se crée, c'est là qu'on va créer une transaction ou un deal, comme on appelle en HubSpot, en faisant que c'est en anglais, en français. Et ça, le deal, c'est l'objet du coup des AE, parce que c'est eux qui vont aller faire les négociations avec le prospect qui a été qualifié dans l'étape lead. Et à partir de là, ensuite, on a des étapes qui sont la transformation en client, etc., mais qui sont du côté de l'implème. Voilà. Et donc, ce schéma, il est réel, c'est-à-dire qu'un lead, il passe d'équipe en équipe en vrai, mais il est aussi dans HubSpot. Et dans HubSpot, j'ai du coup des KPI qui sont associés à chacune de ces étapes. Donc, la structuration, elle a été faite plutôt sur les process, plus que qui on met dans quelle équipe, etc. Après, il y a eu un peu des recrutements, des mouvements, des changements, mais ce modèle-là, il a été mis en place mi-2024 et il n'a pas changé depuis. Et si je peux me permettre, pour rebondir sur ce que tu dis, Samy, la plupart du temps, ce qu'on remarque chez nos clients, c'est que cette étape-là de définition en fait de la phase du cycle de vie est très importante et va jouer un grand rôle justement dans cet alignement sales market. Parce qu'on se rend compte en fait en posant la question simplement l'équipe marketing ou l'équipe sales
qu'est-ce qu'un bon lead pour toi ou qu'est-ce qu'un lead qualifié pour toi, ils n'ont pas du tout la même définition. Et donc ça, c'est très important parce que déjà, ça va donner des billes au marketing pour savoir qu'est-ce qu'il faut aller cibler exactement et quelles sont les informations nécessaires pour que le commercial puisse bien davantage convertir derrière. Et le commercial va être, lui, beaucoup plus content parce qu'il aura déjà tout un tas d'éléments en fait, de qualifiés et préqualifiés par les équipes marketing. Et donc, ça sera beaucoup plus facile pour lui d'avoir des points d'entrée en fait, avec ce contact-là. Et inversement, s'il y a d'autres personnes qui font de l'acquise ici, c'est que avec ce suivi, vu que les sales mettent à jour les informations sur les contacts et notamment les éléments de conversion et la qualification du contact, c'est-à-dire que plus un contact avance dans ce funnel, plus il est qualifié. Moi, en acquisition, je vais récupérer ces informations, les pousser à mes régies de paid, à LinkedIn, Google Ads, et leur dire voilà le type de profil qui m'intéresse. Et ça va me permettre d'aller optimiser mon targeting et d'aller recréer et récupérer des gens qui sont pertinents pour moi. Au-delà de ça, même dans l'analyse, au bout de quelques mois, j'ai pu me dire en fait, mon MQL qui est entré et qui, par exemple, j'ai des MQL sur, je sais pas, un guide sur les titres restaurants, je peux voir au fur et à mesure combien de ces MQL ont été convertis en rendez-vous et combien de ces rendez-vous ont été convertis en opportunités. Et là, je peux me dire, en fait, quand je regarde ça, je vois quels sont les profils qui sont les plus pertinents ou combien d'interactions marketing a eu lieu, ce genre de choses qui me permet aussi de qualifier, de savoir, en fait, peut-être que je vois quelqu'un qui posait la question LinkedIn Ads, ça permet de générer des MQL mais qui ne convertissent pas. Dans ce cas-là, c'est peut-être une question de touchpoint. Peut-être que le MQL, il entre, mais qu'il y a besoin qu'on lui explique et qu'on l'informe de choses avant qu'il devienne un lead puis un deal. Et ça permet de le traquer. Par exemple, je sais que j'ai un élément qui s'appelle les recurring MQL. C'est si une personne a été MQL et qu'elle continue de télécharger du contenu dans le temps, eh ben, j'ai l'information et le plus souvent, plus ça arrive, plus il y a de chances que cette personne elle convertisse en R1 au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Et ça, c'est de la data qui est, j'ai envie de dire, priceless parce que ça permet de dire, en fait, il y a quand même un délai et qu'on ne passe pas de… ça rentre dans le CRM, ça convertit. Et ça, c'est rarement vrai. Ces schémas, ils sont toujours assez critiques dans le cadre de la structuration finalement de ton activité, en fait, quelque part, parce que ces définitions, ces changements de phase, à un moment, c'est aussi des décisions. Ça a l'air toujours, quand on regarde le résultat, on se dit c'est évident, c'est simple. Mais en fait, arriver à ce résultat, ça prend toujours pas mal de temps parce qu'on a aussi la logique qu'on voit peut-être un peu pas trop ici, mais qu'est-ce qu'on fait du compte? Parce que là, on parle potentiellement de contact. À un moment, est-ce que dès qu'on en a un sur le contact, est-ce que le compte est une option? Dès qu'on est multi-interlocuteur sur les comptes, ça rajoute aussi des complexités de traitement. Ce qu'on voit là, c'est hyper résumé à la fin des fins par rapport à ce qu'on fait vraiment. Mais et il y avait des questions effectivement sur les taux de conversion, notamment de contact vers deal, parce que les gens se perdent parfois sur qu'est-ce que je mesure. Est-ce que je mesure qu'est-ce que je mesure en tant que contact brut, un passage au deal? Est-ce que tu restes toi sur des indicateurs qui vont être au niveau du contact? Est-ce que tu te mets au niveau du compte? Est-ce que tu te mets au niveau du deal? Mais le deal, t'as que la moitié de l'histoire entre guillemets, puisque t'as pas toute la partie qui précède. Ouais. Donc, quel choix t'as fait et pourquoi tu les as fait? Alors, ce qu'il faut, pour remettre un peu le contexte, là, on vous parle d'un moment qui est passé. Ça veut dire que là, en SaaS, ce que je vous montre, c'est la colonne vertébrale de ce qu'on a mis en place avec Claire à l'époque pour pouvoir avoir ce traitement. Aujourd'hui, on travaille plus sur un truc plus large qui est, surtout que nous, on target plutôt des grandes entreprises. On parle de comptes cibles. Et pour travailler ces comptes cibles, on a mis en place plusieurs choses, des différents types de scoring. On a du scoring au niveau des contacts et on a du scoring au niveau de l'entreprise qui va nous permettre d'avoir des seuils pour savoir le degré de performance et de fit des comptes qui sont dans HubSpot. Et ces scores, ils prennent en compte les contacts, mais aussi les interactions au niveau de l'ensemble de l'entreprise,
la quantité de leads associés, la quantité de deals associés, l'historique, les activités, et qui va nous permettre de nous dire est-ce qu'un compte cible est plus ou moins qualifié pour aller se dire quelles actions marketing je peux mener dessus et quelles actions sales je peux mener dessus. Et après, il y a un gros travail sur du coup le nurturing. On sait avec ce qu'on a mis en place là qu'il faut un certain temps pour qu'un contact ou un compte cible transforme et qu'ils comprennent ce qu'on propose. Et du coup, on met en place des actions à partir du moment où des contacts entrent pour aller les informer et savoir du coup qui sont les contacts dans ce compte qui sont pertinents, ce qu'on appelle des contacts high level, et pour essayer de transformer. C'est des choses qui sont encore construites aujourd'hui, c'est un travail, j'ai envie de dire, sans fin, mais on a cette étape, et cette étape, elle est entre guillemets passée parce que c'est les fondements, et aujourd'hui, on continue à aller plus dans un scope, voilà, en sachant qu'on a des cibles qui sont différentes. On a des toutes petites entreprises, des entreprises de taille moyenne et des grandes entreprises, et finalement, la stratégie se complexifie en fonction de ces profils-là, parce qu'à chaque fois, on les travaille un peu de manière différente. Si ça vous va, on va passer sur la deuxième travail qu'on a fait, deuxième pilier avec Samy. Donc, c'est concernant... donc, on a fait des tests, en fait, de déjà laisser, en fait, à disposition des outils aux commerciaux pour qu'ils puissent avoir la main pour personnaliser et aller plus vite dans la partie, on va dire, plus prospection et approche, en fait, de ces différents contacts. Et en fait, on s'est vite rendu compte avec Samy que rajouter un outil ou rajouter ce périmètre-là en fait aux équipes commerciales, ça les chargeait beaucoup trop. Et donc, ils adoptaient pas forcément cette méthode-là. Et donc, au final, on a décidé de reprendre ce scope-là côté marketing justement pour faire cette partie réchauffe de leads en fait, pour vraiment alimenter encore plus les activités et les interactions que peuvent avoir ces leads-là avec Worklife. En plus des actions marketing, etc. Alors, je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus, Samy, sur les retours d'expérience. Ouais. Alors ouais, à l'époque, il y avait deux choses qui se sont passées. Du coup, on a mis en place toute cette structuration et ce système. Donc, on a demandé des sales de s'assurer de mettre à jour les informations stratégiques dans le CRM au fur et à mesure de leur démarchage et de leur travail sur les leads. Donc, quand ils ont une réunion, il faut qu'ils indiquent quel a été le résultat de la réunion. Quand il y a un lead, il faut qu'ils indiquent comment le lead est avancé, etc. Donc, pour eux, ça faisait quand même, comparé à avant, une charge de travail supplémentaire, ou comme ils l'appellent, de l'administratif, pour reprendre leurs mots. Et donc, il y a eu déjà ça. Et en plus, ils ont des missions d'aller augmenter le volume de conversion et d'acquisition. Donc, ils avaient des outils d'outbound, ils avaient des outils de téléphone. À l'époque, c'était Aircall, qui sont plus ou moins bien liés avec HubSpot. Et du coup, on leur a mis dans les mains plein d'outils pour leur permettre d'aller atteindre leurs objectifs. Mais chaque outil, c'est comprendre la structure de l'outil, l'utiliser, savoir qu'est-ce qui marche ou ce qui ne marche pas, etc., etc. Et du coup, assez rapidement, ils se sont retrouvés un peu avec plein de trucs nouveaux à faire, en plus de cette pression de devoir faire du volume et d'aller convertir et d'appeler et de parler aux gens, etc., etc. Donc, finalement, ce qu'on leur a fait économiser on appelle tout le monde, et finalement, on leur a dit, on a quelques contacts qui sont plus pertinents, appelez-les. Pour faire ça, on leur a quand même rajouté une certaine couche de travail. Et du coup, on a beaucoup travaillé avec Claire sur l'automatisation des informations, c'est-à-dire quand les sales mènent des actions, est-ce qu'il y a besoin que ce soit eux qui fassent l'effort de remplir une propriété, un champ, ou est-ce qu'on peut le faire nous? Et aussi dans les outils, comment on peut récupérer à la growth et automatiser un maximum ces étapes un peu de qualification, par exemple d'outbound, avec des séquences qui sont préparées par nous et envoyées par nous indépendamment des BDR et des SDR,
la création de listes pour qu'ils puissent les utiliser dans des outils d'appel et du coup, mieux définir qu'est-ce que nous, on peut faire pour les aider et qu'est-ce qu'eux doivent faire. Je ne sais pas si c'est clair. Tout à fait. Bah oui, je répondais, il y avait une question effectivement de Laura à ce sujet-là. Donc oui, effectivement, c'est bien le marketing qui a repris ce scope-là un peu outbound pour objectif de réchauffer ces leads-là, en plus de toutes les actions marketing qu'il y a autour, de sorte à leur éviter de rajouter cette charge-là en plus, en fait, et vraiment se concentrer sur l'essentiel, c'est essayer de planifier un rendez-vous pour derrière pouvoir convertir. Après, je tiens à insister qu'on ne les a pas interdits d'utiliser les outils. Certains les utilisent, d'autres non. On leur a mis quand ils sont demandeurs. J'ai passé beaucoup de temps à former les sales à différents outils. Donc aujourd'hui, j'ai des gens qui font de la séquence quand ils ont besoin. Ça veut dire que si par exemple, ils trouvent que leurs résultats sont un peu en retard par rapport à l'avancée du quarter, ils peuvent aller eux-mêmes faire des séquences, utiliser des outils, etc. Donc, ils sont quand même formés à l'utilisation des outils. Mais par contre, le marketing et la growth mènent des actions constamment, indépendamment de ce que font les sales. Voilà. Et du coup, on va pouvoir aller sur le troisième pilier sur lequel on a travaillé avec Samy, qui est justement cet alignement avec les équipes. C'est comment en fait on a fait pour avoir autant de retours de leur part et avoir en fait du feedback terrain et avoir ce moment-là en fait dédié vraiment pour partager ces retours. L'idée, c'est que à la base, c'est ce qu'on disait un petit peu au début, c'est qu'il y avait des objectifs différents, à la fois pour le marketing où c'était un objectif de volume dans un premier temps, et les sales c'était pareil mais convertir plus. Et en fait, c'était pas, enfin les deux n'étaient pas forcément dans la même direction comme on avait pu se dire déjà. C'est que le volume marketing ne traduit pas forcément du coup plus de conversion sales. À l'inverse, ça les rend un peu plus dans le flou. Le fait qu'il n'y ait pas de moment dédié en fait de partage, c'est que c'était un peu opaque en fait les retours terrain pour les équipes marketing. Donc en fait ce qu'on a pu faire, c'est commencer à mettre un rituel en place avec justement une fois par semaine un point dédié justement entre les marketing et les sales pour faire des retours très concrets et basés sur la data. Parce que l'idée, c'était pas juste de faire un point sans vraiment structuration. Samy pourra nous en dire davantage sur comment se passent ces points-là. Mais avant, en fait, de mettre en place ce rituel-là, on a travaillé justement avec eux sur la mise en place d'un dashboard spécifique pour que tout le monde regarde dans la même direction et tout le monde ait en fait accès aux mêmes données pour vraiment parler le même langage au final et pouvoir, basé sur ces données-là, en tirer des retours et pouvoir ajuster en fait les actions qui sont faites au quotidien. Donc Samy, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. D'ailleurs, on sort, je crois, ce matin. Oui. Bon, en fait, tu as très bien expliqué la chose. En gros, avec l'équipe sales, c'était un peu parler deux langues différentes. Donc moi, de mon côté, avec l'équipe marketing, on avait nos data j'ai réduit le CPL, la qualité des leads est meilleure, etc. Du côté des sales, ils avaient la conversion en rendez-vous, puis le pipe généré, puis les choses comme ça. Et du coup, on discutait, mais on ne parlait pas la même langue et on n'avait pas exactement les mêmes objectifs parce que on n'avait jamais vraiment pris le temps. Mais aussi, avant de mettre en place ce qu'on a mis en place avec Claire dans le CRM, on n'avait pas forcément les éléments pour avoir de la data. Donc, on a eu ce point marketing sales qu'on a mis en place le mercredi matin, qui au début était assez intense parce qu'il y a eu des discussions il y a eu de la friction, quoi. Il y a eu de la friction et la première chose qu'on a fait, c'est bosser sur ce dashboard d'avoir de la data et de la data correcte parce que les premières semaines, c'était beaucoup non, mais là, moi, ce que je vois, ça ne correspond pas à ça et ce n'est pas correct. Et il y avait une personne qui avait des CSV de son côté ou des Excel qu'elle faisait elle-même. Et nous, on avait des rapports dans HubSpot, etc. Donc, on a fait ce reporting et les premières semaines et les premiers mois étaient dédiés à ça. C'est de s'aligner, de s'assurer que la data est clean, correcte et qu'elle reflète la réalité.
Une fois qu'on a réussi à avoir tout ça, c'est là où c'est devenu vraiment intéressant en termes de stratégie. Parce que du coup, on a vu rapidement quels étaient les éléments qui fonctionnaient pas, et quels étaient les éléments sur lesquels on devait aller pour s'améliorer. Et c'est à partir de là où on a commencé à avoir des discussions sur le nurturing, sur qu'est-ce qui intéresse le public et qu'est-ce qui transforme, qu'est-ce qui a été pertinent, qu'est-ce qui n'a pas été pertinent, et quelles idées on a pour aller optimiser et aller plus loin. Et c'est que à partir de ça que maintenant ce rendez-vous est devenu plutôt c'est pas juste aller regarder les résultats dans le dashboard, c'est se dire voilà où on en est en termes d'accomplissement, et du coup qu'est-ce qui nous fait défaut et où est-ce qu'on met nos priorités, et du coup qu'est-ce qu'on a comme objectif. Et ça nous permet de définir au fur et à mesure du quarter, mais aussi chaque quarter, les OKR, du coup les objectifs globaux marketing et sales en commun, à aller chercher pour atteindre nos objectifs au niveau de l'ensemble de la boîte. Ouais, tout à fait. Et donc, je vais d'ailleurs rajouter un petit sondage à ce sujet-là, juste pour savoir si vous avez ritualisé ces moments-là, pour savoir si c'est un des sujets ou si, voilà, si on vous a donné le tips aujourd'hui pour que vous puissiez peut-être mettre en place ce point-là. Ah mince, c'est pas ça. Hop. Sinon, on va pouvoir parler du coup du dernier pilier. Je vois qu'il y a des messages en fait dans le chat concernant l'outbound, l'IA, etc. Justement, on va l'aborder dans ce dernier pilier-là, qui fait qu'on a été encore plus loin en fait sur ces sujets pour réchauffer les leads. On a activé plusieurs piliers, donc Samy, on a déjà parlé un petit peu, mais rapidement, tirer de ces points d'alignement sales marketing, le nurturing personnalisé, justement pour en fonction du type de contenu, mettre en avant tel ou tel type de contenu qui pourrait être lié en fait à l'intérêt que la personne peut avoir. Il va y avoir justement les HubSpot qui a aussi, en l'occurrence, pas mal amélioré pour ceux qui utilisent HubSpot, du coup, dans notre audience, là, pas mal développé en fait toute la partie IA avec le système d'agents. Et où on a pu mettre en place notamment et tester l'agent de prospection, par exemple, ou Samy, pareil, pour nous faire un retour là-dessus. Mais l'idée, c'était effectivement de passer cette partie outbound-là de manière plus automatisée, plus précise, grâce à cet agent-là et grâce à toute la donnée qu'on peut avoir en fait de stocker dans CRM. Et puis après, le fameux lead scoring, donc possible dans HubSpot, mais aussi d'autres CRM, de pouvoir venir en fait voir vraiment par rapport aux critères qui sont importants justement pour les commerciaux, combien de points on accorde à tel ou tel critère, de sorte à ce qu'on puisse avoir vraiment une vue globale en fait sur nos MQL, basée sur nos MQL, pour que le marketing puisse avoir une idée de quel lead en fait je vais envoyer l'équipe commerciale, et pouvoir ajuster aussi le volume qu'on va envoyer selon la charge de travail actuelle en fait des commerciaux. On va pouvoir ajuster ça. Et grâce au point d'alignement qu'on a avec les équipes en fait chaque semaine, l'idée c'est aussi de pouvoir qu'ils nous fassent des feedbacks sur est-ce qu'ils ont suffisamment de leads, est-ce qu'il faut augmenter un petit peu ce volume-là par rapport à leur activité, etc. Donc là, voilà, j'ai fait vraiment une vue un peu globale sans forcément rentrer dans le détail. L'idée c'est que Samy, tu peux peut-être nous dire aussi sur chacun de ces points-là ce qui a été peut-être le plus pertinent, qui a fait basculer vraiment en fait la stratégie qui a été mise en place et tous les feedbacks terrain que les commerciaux ont pu nous donner à ce sujet-là. Ouais. Alors, quand tu me disais, comme tu le disais, cette idée de scoring est très importante. En gros, comme on a dit, on a des leads entrants et il faut pouvoir se repérer facilement quels sont les leads qui sont pertinents et quels sont les leads qui ne sont pas pertinents. Mais dans ces leads qui ne sont pas pertinents pour les sales, lesquels sont pertinents pour le marketing d'aller réchauffer. Donc, ce scoring qui prend en compte, comme je disais, la pertinence et l'engagement, il nous permet deux choses. Et à partir du moment où il atteint un certain seuil, c'est un lead qui est intéressant pour les sales et on le transmet aux sales. Si il est dans un seuil en dessous et dans une fourchette précise, alors on se dit, ce lead, il n'est pas encore assez chaud, on va le réchauffer. Et c'est là où on a construit un nurturing personnalisé où les contacts qui sont pertinents mais qui ont un score qui n'est pas assez bien pour transférer aux sales, ils vont aller recevoir une série d'emails pour informer sur ce que fait WorkLife,
pour donner plus d'informations dans l'élément qui les a intéressés quand ils sont devenus MQL. Et du coup, ce scoring, on l'a basé sur un élément qu'on a appelé le interest et qu'on a construit du coup avec Claire dans HubSpot, qui est en gros quand les gens vont sur une publicité et qui téléchargent un guide, ou quand les gens assistent à un webinar, le webinar a un sujet particulier qui peut être la transparence des salaires, le titre au restaurant, les négociations annuelles obligatoires, etc., etc. Et cette information, on la rajoute au contact. Et le contact, une fois qu'il a cette information, il peut en cumuler plusieurs. C'est-à-dire que s'il télécharge un guide sur le titre au restaurant et un guide sur la transparence des salaires, on aura une trace de tout ça. Et du coup, le nurturing qu'on va lui envoyer est basé sur ses interests et on pourra personnaliser le nurturing basé sur l'élément qui l'a intéressé quand il est venu prendre contact ou avoir un touchpoint avec WorkLife. Et cet interest aussi, on le partage aux sales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ils appellent un contact, ils ont quand même des informations sur quel est le contenu qu'il a téléchargé, à quel moment, est-ce qu'il y en a eu plusieurs, etc., etc. Et ça leur permet aussi de mieux personnaliser leur approche. Et du coup, quand on parlait de transfert basé sur l'intention réelle, c'est des éléments qu'on prend en compte. Et avec tout ça, du coup, on a testé plusieurs outils d'outbound IA. On a testé Human Linker, Claire, je pense que tu te souviens, qui avait un certain degré de personnalisation, mais qui était basé sur LinkedIn. Sauf que nous, on a des informations dans le CRM qu'on veut utiliser. Donc, quand HubSpot a mis en place l'agent d'IA en bêta, on a testé directement et on a essayé de faire en sorte de prendre tous les éléments qu'on a à propos d'un contact, mais aussi de l'entreprise associée, pour que l'agent crée des emails pertinents basés sur les informations qu'on a, mais aussi basés sur ce qu'on a à proposer en tant qu'entreprise. Et donc, on a fait différents tests. On a fait des tests d'agents IA, entre guillemets, de nurturing, donc c'est-à-dire quand les MQL sont entrants, l'agent IA va aller leur proposer un peu de contenu en plus, puis une demande de démo. Et ensuite, on a mis l'agent IA entre les mains de certains sales pour qu'ils puissent l'utiliser pour faire des séquences plus facilement auprès de contacts et qu'ils soient personnalisés et que ça ne leur prenne pas trop de temps. Voilà. Et du coup, voilà, donc c'est un petit peu toutes les actions qu'on vous recommande, du moins si vous êtes dans une étape un peu plus poussée, parce que voilà, commencer étape par étape. Le nurturing, toutes ces actions-là peuvent prendre un peu de temps à paramétrer, notamment le nurturing personnalisé, où on passe un peu plus de temps. Et l'agent IA, par contre, est très simple à mettre en place pour le coup et à tester. Donc, pour ceux qui ont HubSpot, ça peut être intéressant. Et sinon, il y a pour ceux qui ont d'autres CRM, il y a aussi des agents IA qui peuvent se paramétrer en dehors de HubSpot qui existent sur le marché et qui peuvent vous aider peut-être en se connectant à votre CRM. C'est quoi ta vision, Samy, je sais pas, à 2 ans on regarde, tu vois, là, on a quand même fait pas mal de choses. L'agent IA, c'est un peu vendu quand même comme les grandes révolutions de nos métiers, tout ce qui va être intelligence artificielle. Comment toi tu vois les choses à plus de 2 ans? À plus de 2 ans. En vrai, vu tout ce qui se passe en ce moment en termes d'IA, c'est difficile à dire. En ce moment, on mise sur l'IA agentique. Donc, par exemple, Dust, beaucoup de ChatGPT, enfin OpenAI et beaucoup d'acteurs de l'IA commencent à proposer ça en termes de solutions à l'entreprise. Moi, je vois plus l'IA comme un moyen qui va venir aider à certaines tâches, qui va faire économiser du temps. Je pense que tout ce qui est, je sais pas, IA générative pour créer des images ou de la musique ou je sais pas quoi, il y a une limite à ce que ça peut faire. Mais par contre, les IA
qui viennent récupérer des informations qu'on a et qui sont capables de compresser le temps pour aller produire des codes email, etc. C'est un peu ce qui va faire la différence sur les années à venir, peut-être les 2 années à venir, le temps que les gens prennent le coup. Et on le sent aussi dans ce que proposent beaucoup des acteurs. J'ai vu que même Airtable avait lancé un outil qui s'appelle Super Agent, que j'ai envie de tester. Pour l'instant, c'est les balbutiements. Moi, on fait un test Dust en ce moment chez WorkLife, donc je peux tester un peu des choses dans l'agent agentique qui est associé à HubSpot pour aller extraire de la donnée et faire de l'analyse, essayer de créer du contenu code email avec différents éléments qui viennent de Clap, des présentations qu'on pu faire, des présentations de slides qu'on pu faire par le passé, les sales, plus entraîner avec des formations en cold mailing, etc., etc. Par contre, pour l'instant, il y a des efforts à faire en termes de scalabilité, donc j'ai quand même besoin de travailler sur les automatisations autour pour pouvoir les intégrer et faire fonctionner mes différents outils ensemble. Mais d'année en année, ça devient de plus en plus facile. Donc, je pense que dans les 2 prochaines années, on pourra avoir la possibilité de structurer plein d'outils ensemble assez facilement sans avoir à avoir tout un dev ou un tech forcément qui est présent pour le faire, mais avoir vraiment juste réfléchir à comment on le construit et quel est l'impact qu'il va avoir et suivre les résultats plus que aller changer Ce qui est pas la partie la plus facile, hein. Enfin, si typiquement l'IA, elle est en train je pense, de changer effectivement tout ce qui est exécution, hein, faire du contenu, faire de la traduction, faire une landing page, faire un design, comme je disais, faire une image, demain demain matin, parce que c'est là, hein, faire effectivement un scénario, faire une campagne, récupérer un contact. Bah, tout ça, c'est effectivement du marketing. Après, à qui on parle, qu'est-ce qu'on leur dit, pourquoi ils achètent, ça commence à nous faire de la suggestion. Demain, ça sera de plus en plus. Moi, je suis assez optimiste globalement de ce que je vois en ce moment sur nos projets, sur nos clients. C'est des outils qui sont vraiment incroyables, hein, en termes d'action et de mise en place, assez game changer. Et en fait, quand on dit à 2 ans, quand on voit où c'était il y a 6 mois, où c'est aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit dans 2 ans, il y aura une genre de révolution industrielle quand même de notre métier CRM, data, marketing qui est quasiment inévitable. En fait, on a mis les doigts dans la prise là et il n'y a plus de retour en arrière en fait par rapport à tous ces sujets-là. Donc, on sait que ça lève tout un tas de problématiques. Tous nos clients se penchent sur le sujet. Tous les éditeurs aussi, ils ont hyper peur aujourd'hui effectivement d'être remplacés par le Webull, par des outils, par Cursor, d'être recodés effectivement. Donc, HubSpot se place un peu au centre de tout ça, avec du coup un repository de data qui est du coup sur lequel tu peux construire, plugger dans les 2 sens et on va y aller de plus en plus vite et de plus en plus fort. On se tente une conclusion peut-être sur notre webinaire. Je crois que j'ai des gens qui m'ont écrit qui commencent à avoir faim. Bah, let's go. Hop. Alors, du coup, on nous a posé une question. Enfin, on a posé une question. C'est pourquoi générer moins de leads permet de signer plus de deals. Du coup, c'est assez simple, hein. Plus on a un ciblage précis, moins on fait de gaspillage. On fait moins de gaspillage de budget. On fait moins de gaspillage de temps, mais vraiment pour tous les éléments d'entreprise, pour toutes les équipes. Parce qu'on arrive à s'adresser directement aux gens qui sont susceptibles d'être intéressés par notre solution. Et aussi, on perd moins de temps en qualification. On essaie de compresser les délais et on signe plus vite plutôt que de partir de super loin. On commence là où on doit commencer pour réussir. Du coup, on a des leads qui connaissent quand ils entrent dans le process, qui connaissent la marque, qui comprennent l'offre et qui sont plus matures pour aller les transformer en sachant que en B2B, on a des cycles de vente longs. Ça, c'est vraiment important parce que ça permet aussi
de rester dans les projections de pipe et de s'assurer aussi que, en fait, on a une idée de combien de temps on doit mettre pour transformer et qui soit réel et qui reflète la réalité. On a moins de bruit pour les sales. La relation sales-marketing, c'est toujours un grand sujet dans toutes les boîtes. Soit on s'adore, soit on se déteste. Mais en fait, en vrai, il y a des moyens que la collaboration se passe bien en se comprenant les uns les autres. Et pour se comprendre les uns les autres, il faut savoir ce que chacun fait et que chaque élément soit bien défini pour qu'on puisse se transférer les éléments au bon moment. Et en général, quand il y a beaucoup de bruit, les relations deviennent plus compliquées. Alors que si on arrive à concentrer et à mener les bonnes choses vers les équipes, tout d'un coup, la relation est plus simple parce qu'ils comprennent ce qu'on propose, pourquoi on le propose et ce qu'on fait. Et ensuite, toujours, c'est aligner la data et le pilotage. S'il y a trop de leads, ça devient difficile d'analyser, de savoir quels sont les trends qui en ressortent. Alors que si on a réussi à bien cibler, on peut se dire, OK, une fois que l'information est dans le CRM et que le process est lancé, alors la data que j'ai, elle est pertinente. C'est un peu l'idée de l'échantillon statistique. Si je prends mon taux de conversion sur plein de leads et que les leads ne sont pas vraiment qualifiés, alors mon taux de conversion, il est faussé. Par contre, si je sais que je calcule mon taux de conversion sur des leads qui sont dans mon ICP, alors là, c'est pertinent et je sais que c'est réaliste et que je peux faire mes projections, etc. Et du coup, on gère plus à l'aveugle. Après, il y a un point que je veux souligner, c'est quand je dis on génère moins de leads, permet de signer plus de deals, c'est qu'une fois qu'on a qualifié et centré notre attention sur les leads qui sont pertinents, à partir de là, vous pourrez commencer à refaire plus de volume. Parce que le volume, vous irez le chercher, mais que auprès des gens qui vous intéressent, parce que vous les comprenez mieux et vous savez quels sont leurs pain points, leurs problématiques et où aller les chercher. Donc, au début, quand on a commencé à bosser avec Marketing et Claire, on avait ce problème du raz-de-marée. On a réglé ce problème du raz-de-marée et maintenant, mes MQL, etc., ils augmentent. Mais je peux vous dire que c'est des MQL qui sont dans des entreprises qui sont dans nos comptes ciblés, que c'est des décisionnaires et qu'ils ont la bonne persona et que je peux vous dire à peu près en pourcent combien ils vont convertir, etc., etc. Et à partir de là, basé sur ces fondements, oui, on fait de l'augmentation, on fait de la croissance, mais de la croissance qui est pertinente. Voilà, je vous ai mis un peu de stats sur les taux de conversion de nos MQL entre fin 2024 et fin 2025. Je ne suis pas rentré dans tous les détails de types de business différents, mais au global, voilà l'impact juste en un an qu'on a eu avec toutes les actions mises en place avec Marketive. Et pour conclure, justement, par rapport à tout ce que tu viens de dire, Samy, tu peux peut-être nous faire un retour d'expérience tout simplement de comment on a travaillé ensemble, qu'est-ce que ça a pu t'apporter, quelle est la valeur pour toi de toutes les actions qu'on a pu faire ensemble, pour donner une overview aux viewers. Ouais, avec plaisir. Moi, quand je suis arrivé, du coup, l'équipe Marketive était là. J'ai beaucoup apprécié la manière de travailler, c'est qu'on avait un point régulier, plus un channel Slack dans lequel on pouvait discuter. Donc, j'avais vraiment l'impression d'avoir un peu une extension de l'équipe growth. Moi, j'avais des sujets qui étaient larges en termes d'acquisition. Donc, il y avait des savoir-faire techniques qu'on n'avait pas en interne, mais on pouvait solliciter Marketive sur ces sujets, vu que leur scope de compétences est extrêmement large. C'est des spécialistes d'HubSpot, mais aussi de RevOps, mais aussi d'acquisition et de paid, etc. Donc, c'est comme avoir un peu une team étendue, mais qui a plus de ressources que je pouvais avoir en interne. J'ai pas eu à chercher un freelance sur un sujet ou je ne sais trop quoi. Voilà. Après, il y a eu la discussion. L'avantage, c'était de discuter avec quelqu'un qui comprenait les enjeux au jour le jour. Donc, les informations qu'on avait et qu'on leur partageait, il y avait un historique au fur et à mesure
de compréhension de qu'est-ce qu'on fait dans cette boîte chez WorkLife et pourquoi on le fait. Et du coup, c'est pas ramener quelqu'un à qui il faut réexpliquer à chaque fois la même chose. Il y a vraiment un suivi, qui est constant et les enjeux sont compris au fur et à mesure, quoi. Donc, d'où cette vision long terme, oui. Gain de temps, oui, même des fois plus que gain de temps parce que au début, j'étais tout seul sur ce poste et du coup, il y a plein de choses que je pense j'aurais pas pu mettre en place ou qui auraient pris beaucoup plus de temps si Marketive n'était pas là. Et du coup, bah, ça a permis aussi de délivrer des résultats beaucoup plus rapidement et avoir un impact super rapide, même au niveau du business, du coup, parce que on a mis des choses en place qui étaient parfois complexes en moins de temps. Et du coup, bah, directement, ça a impacté le business, quoi. Merci beaucoup en tout cas pour ton retour Merci à vous. d'expérience. Avec plaisir. J'espère à tous ceux qui sont encore là dans le live que ce webinaire vous a été utile, qu'on a pu répondre à l'ensemble de vos questions. Si jamais, normalement, un mail sera envoyé avec le replay. Si vous avez des questions toujours en cours dans votre tête, n'hésitez pas à nous les envoyer parce qu'on pourra vous répondre un peu au cas par cas. Selon votre contexte aussi, des fois, voilà, les enjeux et le contexte peut être différent pour faire vraiment quelque chose de personnalisé. Donc, merci à tous en tout cas d'avoir été attentifs, d'avoir envoyé vos questions et d'avoir interagi avec nous. C'était vraiment chouette. Et on espère voilà, vous proposer des prochains webinaires très cool comme celui-ci. Merci beaucoup. Merci Samy, et merci Samy pour ta présence. À bientôt. Hein. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Allez, au revoir.